Ah, c'est parfait, on est parti. Donc, quelle merveilleuse entrée en matière. On a vu un joli hacking qui nous met dans notre séminaire, plutôt dans notre conférence, dont la vocation est de parler de la cybergouvernance. Donc, je vais me présenter peut-être rapidement. Je suis Alexis Green. Je suis associé au sein du cabinet Grant Thornton et je suis en charge d'une ligne de service qui fait du risk management autour des problématiques IT, la cybersécurité faisant partie du risk management au sens large. Autour de la table, nous avons Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie et des affaires publiques, groupe Orange, cyberdéfense. L'amiral Arnaud Coustillère, directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère des Armées. Frédéric Douzet, qui est professeur de géopolitique à l'Université de Paris 8 et qui est également titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie à l'IHEDN. J'espère que je n'ai pas abîmé. Et enfin, Yassir Khazar, qui est le CIO de la start-up Yogosha, qui est également enseignant en sécurité offensive, membre de l'ARCSI. L'ARCSI signifie l'Association des réservistes du chiffrement et de la sécurité de l'information. Tout ça étant très sérieux. Ah, premier point. Alors, en guise d'introduction, on va quand même rappeler que le numérique, aujourd'hui, bouleverse et transforme nos sociétés. Et cette transformation amène un certain nombre de risques et de menaces. On est passé des années 70 avec les premiers virus à l'année 2017, pour être tout à fait exact, où on rencontre des menaces internationales qui sont multiples, structurées, organisées et qui provoquent des dégâts considérables qu'on retrouve assez régulièrement dans nos médias. Toutes les cyberattaques font l'objet d'une surexposition médiatique avec un côté parfois anxiogène qui peut amener une forme de caricature. Pour autant, on a changé de paradigme depuis un certain nombre d'années. Moi, je fais de la gestion de risque. Le risque a toujours été un risque potentiel. Donc, si je fais l'objet d'une attaque, aujourd'hui, on est passé dans un risque quasi certain. Ce n'est pas le si je fais l'objet d'une attaque, mais quand je vais faire l'objet d'une attaque et quel est l'impact de cette attaque sur mon environnement en tant que particulier, déjà, puisqu'on est tous touchés. On reçoit tous des mails de remboursement de la DGFiP qui nous intriguent, de EDF, mais également dans nos organisations, nos entreprises. J'ai souhaité commencer notre table ronde par rappeler un peu les principales notions autour de la cybersécurité, du cyberespace. On parle de cybercriminalité et on parle d'espionnage industriel, de sabotage, de terrorisme, du jeune adolescent de 14 ans qui habite dans le sous-sol chez ses parents. Enfin voilà, ça reste quand même assez large. En fait, quand on parle de cybercriminalité aujourd'hui, de quoi parle-t-on concrètement ? Bon, je vais commencer. Moi, si je suis surtout là parce que j'ai été pendant 6 ans à la tête de la cybersécurité et la cyberdéfense des armées et qu'en 6 ans, on a vu cette menace totalement exploser. Et elle est intéressante parce que moi, je ne sais pas faire la distinction entre cybercriminalité, cyberespionnage, cyber équipe étatique, ainsi de suite, parce que dans les faits, ça revient à la même chose. Votre système d'information est attaqué et généralement, on a des combinaisons aujourd'hui d'attaques en manipulation et d'attaques techniques. Donc, ce qu'a dit Erdogan et Maître Etsani lors de la table ronde précédente sur la propagande et ainsi de suite, généralement, on voit des combinaisons des deux et c'est quelque chose d'extrêmement large. Moi, ce qui m'a frappé dans ces 2 dernières années, c'est cette extension du spectre, la propagande d'un côté, la manipulation des élections américaines et des menaces sur nos élections, et de l'autre côté, des grandes sociétés victimes sans être cibles d'attaque.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des groupes de hackers qui manipulent des outils tellement puissants qu'ils n'en maîtrisent pas tout à fait tous les impacts et que, même si vous n'êtes pas une cible, une attaque peut remonter dans votre système d'information. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Renault au mois d'avril et plus récemment, c'est société dont j'ai oublié le nom, mais qui a perdu une large part de ses serveurs, une grande société du CAC 40. Donc c'est des centaines de millions d'euros de pertes alors qu'elle n'était pas ciblée par cette attaque. Voilà. Je crois que ce qu'on peut ajouter, c'est que pour arriver à qualifier une attaque, est-ce que c'est de la cybercriminalité? Est-ce que ça vient d'un État? Est-ce que ça vient d'un adolescent de 14 ans? Ça nécessite de savoir qui est derrière une attaque et pourquoi, ce qui n'est pas toujours évident à identifier. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre le préfixe cyber devant tout un tas de termes, mais le fait est que désormais, beaucoup d'opérations, qu'elles aient pour but de déstabiliser, de perturber le fonctionnement de systèmes d'information ou de déstabiliser la société ou de conduire des actes de criminalité risquent d'avoir une dimension cyber parce que c'est l'un des moyens utilisés et souvent pas le moyen exclusif de mener une opération, que ce soit une opération offensive d'un État ou un acte de criminalité ou autre chose. En fait, le numérique va faire en sorte d'aplatir les frontières, de faire en sorte que le fameux, on a parlé jusqu'à présent depuis ce matin beaucoup de globalisation, de mondialisation, et effectivement avant la criminalité c'était quelque chose de domestique, de local. Pareil effectivement d'avoir une logique où avant les attaques émanaient forcément d'États, c'est eux qui détenaient les forces armées, il y avait des mouvements de guérilla éventuellement en interne, mais c'était relativement restreint à la sphère étatique. Là on a une démultiplication des modes opératoires, des acteurs impliqués dans leur nature, dans leur taille, et également le fait qu'il n'y a pas de barrière géographique a priori entre celui qui attaque et celui qui est victime. Et donc ça oblige à revoir la notion de menace, la notion de risque, et de voir effectivement par rapport à une organisation économique, administrative, militaire, qui elle est irriguée souvent pour des questions d'économie ou des questions de modernisation, qui a basculé vers une approche numérique et qui effectivement n'a pas forcément été initié avec une préoccupation de la question de la protection, de la sécurité des équipements, de l'identité des utilisateurs et de toutes ces données qui sont ainsi générées et stockées. Et donc ça oblige désormais à reprendre dans un univers économique contraint pour les dépenses publiques, contraint pour les dépenses des entreprises, de remettre à plat des éléments qui en fait ne permettent au mieux que la continuité de l'activité. Et donc ça c'est très important, c'est de se dire qu'on est obligé de réfléchir, à se dire mais qu'est-ce que je dois protéger de manière à faire en sorte pas tellement de gagner plus, pas tellement d'avoir un bénéfice comme on peut le faire dans l'investissement conventionnel. Là c'est surtout de dire de manière à protéger ce qui constitue le fondement même de l'activité, alors qui peut être effectivement soit personnel dans notre vie de tous les jours, mais également c'est des entreprises, des administrations ou même ici des collectivités locales. Alors, normalement, on est la table ronde qui va assommer tout le monde, je pense, donc accrochez-vous bien. On va essayer d'être super synthétique quand même. Moi, j'ai 3 points dans cette petite introduction qu'on vient de commencer. Le premier, c'est, je pense que dans le titre de la table ronde, on parle de cybergouvernance. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le terme numérique, parce que cyber, en fin de compte, quand on regarde de très près, c'est une science transdisciplinaire qui va s'intéresser à l'art, quelque part, de communication et de contrôle des êtres vivants et des machines qu'on va dire développer. Il y a un scientifique qui a été le père fondateur, qui est Norbert Wiener, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Donc c'est une science qui va plutôt s'intéresser à ça, et plutôt on va parler de cybernétique d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on associe beaucoup ça aux cyborgs et aux machines, parce que ça va porter sur ça. Or là, je pense qu'on glisse plutôt sur le terrain du numérique, de la digitalisation, le fait que nos quotidiens deviennent de plus en plus dépendants de smartphones, de choses connectées, et qu'on transforme des activités qui étaient peut-être physiques vers des activités qui sont digitales. Ça, c'est pour le premier point. Sur le deuxième, sur cette idée de qui est derrière les attaquants, on a quand même aujourd'hui des profils types, des personnes qui vont effectuer des attaques. Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, une bonne fois pour toutes, c'est que les motivations sont très différentes. Je vais vous donner des exemples aujourd'hui où des catégories d'attaquants. Donc on a commencé à en parler, il y a ce qu'on appelle les script kiddies. C'est des adolescents qui passent du temps, qui sont passionnés sur YouTube, qui découvrent des scripts, qui reproduisent ce qu'ils ont vu dans des vidéos et qui font ça pour le fun, pour s'amuser, parce que c'est génial, parce qu'ils arrivent à craquer une box, une Nintendo, machin, et qu'ils arrivent à jouer à un jeu en ligne sans payer quoi que ce soit. On va trouver des activistes. Donc c'est l'équivalent de Greenpeace,
les actions de Greenpeace, mais qui vont être en ligne. On va bloquer un site web pour dénoncer une action ou pour dénoncer une politique ou ce genre de choses. On va trouver les cyberterroristes. Donc là encore, on trouve le terme cyber, mais l'idée, c'est de faire ce que feraient les terroristes, toutes mesures gardées, mais en ligne. Ça peut être defacer des sites, donc changer la page principale de Canal+, et se retrouver avec des revendications djihadistes, par exemple. On va trouver aussi des cybercriminels, où là, pour le coup, ce sont des gens qui se sont organisés en mafia et qui ont compris qu'il y avait un terrain très lucratif en ligne et qui vont du coup justement attaquer des personnes. Et puis après, on peut avoir par exemple aussi des officines gouvernementales qui vont soit essayer de déstabiliser un pays ou ce genre de choses. Et le troisième point sur lequel j'aimerais peut-être faire un focus et qui peut être intéressant, c'est sur la notion de cybercriminel. Donc c'est ces mafias qui se constituent et qui ont adopté toutes les méthodologies des entreprises. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont des rôles bien définis, qui ont des sponsors, qui ont un ROI. Ils cherchent un ROI. Donc quand ils vont mettre en place une attaque, ils vont chercher à ce que l'attaque soit la moins coûteuse possible, mais par contre, ils vont chercher à ce que ça rapporte le plus possible, d'où le ransomware. Ces fameux logiciels qui vont prendre en otage les données des entreprises. L'idée, elle est très simple. On a un outil, on va récupérer des millions et des millions d'adresses mail qui se trouvent dans la nature, et on va envoyer un mail. Et on attend, ça tourne. S'il y a 4% de gens qui cliquent, eh ben 4% de plusieurs millions, vous faites le calcul, vous multipliez par une rançon de 3 000 €, ça fait un super ROI. Voilà. Bien, je pense qu'on a fait un panorama. Ce qui soulève une autre question, en fait, c'est d'apprécier finalement l'ampleur et les impacts sur nos territoires, sur nos entreprises de ces attaques. Je vais donner à titre d'illustration. Chez Grant Thornton, on a un certain nombre de sociétés où on est commissaire aux comptes. Moi, j'en ai eu une toute petite mutuelle, et j'ai été assez surpris de me rendre compte qu'en un mois, elle avait fait l'objet de 2000 attaques. Donc de 2000 attaques dont la vocation était de rentrer sur son réseau et de venir capter les données informationnelles, donc les données sur les adhérents, des données médicales notamment, puisqu'il y a des enjeux, un marché noir sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, moi je le vois sur des sociétés qui sont des grosses sociétés, donc du CAC 40 certainement, mais on se retrouve avec absolument tout le monde qui est loti au même traitement, ce qui est quand même assez inquiétant quelque part pour les entreprises, mais pour les particuliers, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai fait l'objet de mails particuliers, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on se rend compte qu'on se fait pirater ses comptes sociaux, ses boîtes mail, qu'on vous envoie des mails avec tout un tas d'informations sur lesquelles on a bien fouillé votre vie. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'apprécier l'impact sur notre territoire, sur nos entreprises? Quelle est l'ampleur et quels sont les enjeux? Alors, il s'avère que jusqu'à présent, en criminalité, en délinquance, l'État avait en quelque sorte le monopole de la statistique. Vous avez un observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui a vocation, une fois par an, à publier les statistiques sur la criminalité, la délinquance, le vol de voitures, les violences aux personnes, etc. Ça, c'est l'État fondé sur le dépôt de plainte. Et effectivement, avec ça, on peut en tout cas discuter de est-ce que la criminalité, la délinquance augmente, baisse dans notre pays. La difficulté du phénomène numérique, c'est que ce qui fonctionne dans un cadre normé d'un point de vue judiciaire et structuré au regard de l'administration, puisque vous ne pouvez pas ignorer que vous avez fait l'objet d'une attaque, va faire qu'il s'avère qu'aujourd'hui, les principales statistiques qui permettent, comme vous le dites, de mesurer le phénomène, émanent pour l'instant, et ce n'est absolument pas satisfaisant, d'éditeurs de solutions, un peu comme si vous demandiez à un vendeur de portes blindées de faire les statistiques sur les cambriolages. Alors, quelle que soit son éthique, il est possible qu'il ait un intérêt, effectivement, à mettre un focus sur les cambriolages, justement, via les portes, parce que c'est son terrain de prédilection. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'État a décidé récemment de s'organiser en créant une délégation ministérielle aux industries de sécurité, mais surtout à la lutte contre les cybermenaces, et de faire en sorte de voir comment est-ce que on peut remonter des statistiques, sachant que la particularité du monde numérique, c'est que si vous n'avez pas vous-même, par exemple, vous ne pointez pas vos comptes bancaires, ou au contraire, vous n'avez pas, comme c'est le cas pour beaucoup de particuliers, un moyen pour savoir si quelqu'un a juste consulté vos messages. Il n'a rien volé, il ne vous a pas
usurper votre identité, il est juste consulter vos messages. En fait, évidemment, ça c'est une infraction, mais comme vous ignorez votre statut de victime, vous n'envisagez évidemment pas d'aller porter plainte, puisque donc on aura bien eu affaire à un piratage, mais qui ne sera documenté, qui ne sera recensé nulle part. Et donc c'est vrai qu'il va falloir de toute façon admettre, et si on ajoute à cela les personnes ou les entreprises, les administrations qui ont fait l'objet d'un piratage mais qui ne tiennent absolument pas à ce que cela se sache, évidemment, on n'aura jamais une photographie exhaustive. Alors, l'État a trouvé une solution en créant il y a quelques jours une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. L'idée étant que quand vous avez un problème avec votre ordinateur, votre téléphone, smartphone, en fait, vous allez pouvoir essayer de trouver un prestataire près de chez vous qui va vous aider, doit vous porter assistance. Il s'avère que l'État exige, ou en tout cas, demande à ce prestataire de documenter l'attaque dont vous avez fait l'objet, de l'anonymiser, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner votre nom, mais de manière à ce que cette plateforme ait une photographie de toutes ces multiples attaques qui visent des PME, des TPE, des particuliers à l'échelle locale, et de manière à faire remonter un certain nombre de données concernant des modes opératoires, de manière à diffuser des messages de prévention et avoir un élément le plus connecté au réel en termes de réalité de la menace. Bon, juste en complément, puisque l'État, j'en participe un peu, côté ministère de la Défense, on a multiplié à peu près nos moyens par 20 en ces 4 à 5 dernières années pour faire face à cette menace. Et sinon, au niveau gouvernemental, la France dispose d'une agence centrale rattachée au Premier ministre qui s'appelle l'ANSSI, qui a commencé à monter très fortement en puissance depuis les années 2011 et qui s'est principalement occupée au départ des grandes affaires d'espionnage, principalement pour les grandes entreprises françaises et tous les risques qui portaient sur ce qu'on appelle en jargon les organismes d'intérêt vitaux. Sur ce périmètre qui est les grandes entreprises françaises, cette agence traite à peu près d'une quinzaine de grandes opérations de sabotage ou d'espionnage par an, ce qui vous donne un petit peu l'ampleur du nombre de sociétés, de l'environnement, du CAC 40 au sens large, qui sont attaquées. L'autre pan du domaine, ce qui relève plutôt du ministère de l'Intérieur, de la plateforme dont vous pensez, c'est le ministère de l'Intérieur, qui lui se structure pour être au contact des TPE, au contact des PME, au contact des citoyens, principalement par la gendarmerie qui a développé tout un réseau d'enquêteurs cyber, et de l'autre côté par la création depuis 3-4 ans d'une sous-direction à la lutte contre la criminalité qui dépend de la police judiciaire, et derrière tout ça, s'appuyant sur la plateforme que tu as mentionnée. Donc l'État ne fait pas rien, mais l'État, comme sur ces affaires-là qui vont quand même dans le numérique extrêmement vite, aura toujours un temps de retard. Après, il y a un deuxième axe. L'élément fondamental de l'espace numérique, c'est la donnée. Et la donnée, c'est ce qui est convoité par tous les attaquants ou ainsi de suite. Et la donnée fait l'objet aujourd'hui de réglementations qu'il s'impose, et toutes les entreprises qui manipulent des données, et notamment des données personnelles à travers les règlements au nom barbare comme RGPD ou ainsi de suite, ont obligation non pas de moyens, mais de résultats pour protéger les données personnelles de leurs clients et de leur personnel. Et il n'y a pas très longtemps, là, il y a une société qui vient d'être condamnée à 25 000 € d'amende de la part de la CNIL, je crois. Voilà. Je crois que vous parliez tout à l'heure du fait que les cyberattaques maintenant étaient surexposées d'un point de vue médiatique, mais en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'on a encore beaucoup d'attaques qui ne sont pas du tout déclarées. Et on a eu un exemple absolument frappant qui est l'attaque qui a eu lieu contre Uber il y a 1 an et qui a été divulguée seulement maintenant. Et ce s'en serait visiblement bien passé puisqu'ils ont tout fait pour camoufler l'attaque. Et puis surtout, les attaques qui réussissent, en général, ne sont pas détectées. Donc il y a tout ce qu'on sait et puis il y a aussi tout ce qu'on ignore. Et l'impact sur le territoire, il est extrêmement différent en fonction de la nature et de la motivation de l'attaque. Puisqu'on a des attaques qui sont des attaques de criminalité dont le but est du profit et qui peuvent avoir des impacts très différents sur les entreprises. Mais ce qu'on a observé aussi de plus en plus, c'est des attaques qui émanent d'acteurs étatiques ou non étatiques dans le but de déstabiliser les sociétés, donc avec des motivations politiques et qui là peuvent frapper de manière aléatoire
des entreprises et qui sont beaucoup plus difficiles à anticiper puisque la nature du risque, elle est géopolitique. C'est ce qu'on a vu avec l'attaque spectaculaire contre Sony Pictures aux États-Unis. Et puis, c'est ce qu'on a vu avec la propagation. Alors, on parlait de ransomware, où on avait une attaque qui était déguisée en ransomware, où tout le monde pensait que c'était une attaque de criminalité pour profit. Et puis, il s'avère qu'il y a des intérêts, des motivations politiques derrière. Et du coup, une attaque qui s'est propagée extrêmement rapidement et de manière spectaculaire, avec des impacts très concrets, y compris sur des entreprises, mais aussi sur des hôpitaux en Grande-Bretagne. Et donc là, l'impact sur le territoire, il est très fortement ressenti puisque ça paralyse en fait un certain nombre d'activités. Peut-être un complément du côté du monde du privé, entre guillemets, ou une autre métrique qui permet d'approcher la réalité dont on est en train de parler. Alors moi, ce que je fais au quotidien, je suis moi-même un hacker, voilà, donc et j'ai pas besoin de dire un bon ou un mauvais hacker, parce que de base, le hacker, c'est quelqu'un de fondamentalement curieux, qui essaye d'aider ou de trouver les limites d'un système pour voir comment on peut l'améliorer. Quand vous crachez votre disque dur et que vous êtes sur des forums à 4 heures du matin en train de demander de l'aide pour qu'on vous aide, généralement, c'est des hackers qui vous aident de manière gracieuse et qui répondent à vos questions et qui acceptent même les insultes parce qu'ils n'ont pas donné une réponse très très complète, des fois, qui ne sont pas allés jusqu'au bout de l'explication. Et donc du coup, moi je fais un gros distinguo entre hacker et cybercriminel. Ça peut être une vision de l'esprit, mais en tout cas, moi, j'y crois fondamentalement. Et du coup, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on a mis en place une communauté, justement, de hackers éthiques à travers le monde qui remontent des failles aux entreprises. Et ces dernières vont payer à la faille détectée. Et en quoi ce principe est intéressant, en tout cas, en quoi ça rejoint ce qui est en train d'être dit. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a 100% de réussite. Toute catégorie et tout secteur d'activité confondu, il n'y a pas une entreprise avec qui on n'a pas mis en place la démarche, chez qui on n'a pas trouvé des failles de sécurité. Et en moyenne, il faut compter 1 heure pour trouver la première faille. Alors, le but de ces chiffres, ce n'est pas de vous faire peur. Bien au contraire, c'est de vous dire, nous sommes tous vulnérables. Nous, les premiers, nous, quand on développe quelque chose, on le soumet à notre communauté, même si on a fait tous les tests. Mais tout ce qu'on veut, c'est la réalité des systèmes qu'on construit aujourd'hui, qui sont des systèmes complexes. C'est un terme qui n'arrête pas de revenir toute la journée depuis le début des événements. Et c'est un terme qui a un sens très particulier. Complexe, c'est pas compliqué. Compliqué, c'est une équation de 5e degré. Avec beaucoup d'efforts et de transpiration, on arrive à la résoudre. Complexe, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à résoudre à 100%. Le problème de la cybersécurité, c'est un problème complexe. Il n'y a pas un système qui est sécure à 100%, ça n'existe pas, ne serait-ce que parce que c'est souvent connecté à un humain et que si on n'arrive pas à rentrer par le système, on rentrera par l'humain. Donc il faut au bout d'un moment briser la glace, il faut accepter qu'il y a des vulnérabilités et il faut passer à l'étape d'après. Que faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il ne faut plus chercher à se dire il y a peut-être des gens qui sont super bons, il y a peut-être des gens qui sont moins vulnérables que d'autres. Mais c'est la réalité des systèmes qu'on construit aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de regarder ça en face une bonne fois pour toutes, pour pouvoir laisser quelque part tout le marketing de la peur qui a induit énormément d'organisations en erreur et passer à des approches beaucoup plus responsables qui peuvent passer par la collaboration avec des organismes de l'État comme l'ANSSI ou avec des organismes privés, etc., etc. Juste en complément, moi je suis à 100% d'accord, je viens de dire mon voisin de droite, il y a un volet culturel et organisationnel extrêmement important dans toutes ces affaires de cybersécurité, bien avant le volet technique. Donc c'est bien apprendre à être vigilant et à ne pas être naïf dans un nouvel espace qui envahit nos vies. Et le hacker, oui, dans le monde réel, on a des criminels, on a des policiers, on a des soldats, on a des citoyens, on a des groupes positifs. C'est exactement pareil dans le numérique, sauf qu'on n'a pas l'habitude et qu'on le touche moins. Et qu'il faut réfléchir à l'endroit où sont les données. Et que c'est vrai qu'on y met un tout petit peu les moyens. Il n'y a pas un système d'information dans lequel on n'entre pas. Rentrer dans un système, ça ne veut pas dire être capable de s'y maintenir et être capable de faire... Donc ça veut dire que souvent, au lieu de faire il faut faire des surveillances paramétriques. Et comme dans une usine, on fait des patrouilles volantes entre les bâtiments, on regarde et surtout on éduque. On éduque, le mot éducation est important, on éduque nos collaborateurs.
Peut-être qu'on peut préciser aussi que je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas un système qui soit complètement impénétrable. Et en même temps, je crois qu'on a quand même, dans les attaques qu'on observe, beaucoup d'attaques qui sont des attaques d'opportunité, qui vont viser une cible, et puis si ça ne marche pas, viser la cible d'à côté, et pas nécessairement consacrer toutes les ressources nécessaires à pouvoir réussir à attaquer une cible en particulier, sauf quand il y a une raison d'attaquer cette cible-là. Et c'est vrai que quand on a des ressources de toute une communauté de hackers ou d'un État qui décide de pouvoir attaquer une cible, il va y arriver. Mais dans le reste des cas, avec une bonne éducation des personnels, avec une bonne politique de cybersécurité, on arrive à éliminer la majeure partie des attaques. En fait, la question, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'utopie technologique. On a évoqué tout à l'heure le fait de dire, voilà, qu'est-ce que la technologie va changer dans le futur. En fait, il ne faut pas avoir une espèce d'horizon qui se dirait, mais de toute façon, la technologie va tout résoudre. D'une part, parce que cette technologie, elle est d'essence humaine, donc elle est forcément faillible. Deuxièmement, ce que l'homme a créé, effectivement, l'homme peut l'altérer ou en tout cas l'endommager. Et c'est surtout de se poser la question de comment on peut fonctionner, le cas échéant, dans un environnement dégradé, dans un environnement rustique. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie question à ce moment-là, dans l'organisation même de la communauté, de l'organisation d'une entreprise, d'une administration, c'est de se dire, mais en fait, étant donné que, comme l'a très bien dit Frédéric, on ne va pas pouvoir tout protéger, parce que sinon ce serait assez simple, on s'enfermerait dans une cage de Faraday, un peu comme ce conseil régional si on essaye de se connecter avec un téléphone 4G, et on serait à peu près préservé contre toutes les attaques numériques. Simplement, vous voyez bien au quotidien que pour vous connecter, vous perdez en confort, en fluidité, en interaction. Et donc, moralité, on a accepté, voilà, à un moment de se connecter et de bénéficier justement de ce que permet tout le numérique. La question va être maintenant, comment est-ce que je vais proportionner le niveau de sécurité avec les encombrements qui vont faire qu'un certain nombre de documents doivent rester avec moi, d'autres je peux les partager, d'autres je peux les rendre publics parce qu'ils seront partagés et ils seront justement valorisés par cet échange avec les tiers. Comment est-ce que je fais pour justement avoir une vraie réflexion sur quelle est la valeur des informations que je gère. Et ça, quand on a parlé beaucoup de transformation numérique, c'est un des piliers de cette transformation. On parle de métiers qui disparaissent, on parle de valeur ajoutée qu'il n'est pas forcément évident de définir, mais si on est amené à s'interroger sur quelle est la valeur de la donnée, quelle est sa durée de vie, quelle est celle que je gagne davantage à partager qu'à conserver pour mon seul usage, en fait, c'est là la vraie réflexion de ce qu'est une transformation numérique réussie. Et après, il s'agira d'adapter le niveau de sécurité, peut-être des solutions très chiffrées, souveraines, avec des technologies dites de confiance que je maîtrise de bout en bout, dont je peux connaître l'identité des gestionnaires, des solutions peut-être moins chères, moins protégées, mais qui seront plus abordables techniquement et financièrement, et puis d'autres, au contraire, qui pourront être mis dans des conditions vraiment beaucoup plus ouvertes. Et cette réflexion-là, et là on voit bien que la sécurité n'est pas vue uniquement comme étant une contrainte, un peu comme l'approche uniquement presque répressive, conservatrice, un peu anesthésiante, mais est bien un élément de la création de valeur de cette transformation numérique. C'est-à-dire qu'elle est vue comme étant justement un des éléments d'identification de ce qui a de l'importance dans cette transformation numérique. Oui, si je peux ajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et la chose qui est compliquée, c'est que les cybermenaces sont souvent perçues comme étant un problème technique. Alors ce que vient de dire Nicolas, de se poser la question de qu'est-ce qu'une donnée qui est stratégique pour la survie de mon entreprise ou pour mon entreprise, de qui je dois la protéger et pendant combien de temps, c'est une décision qui doit se prendre au plus haut niveau du management de l'entreprise et pas simplement dans le domaine technique. C'est vraiment une réflexion sur ce qui fait la valeur de l'entreprise, ce qui fait qu'elle va pouvoir continuer son activité. Et ça, c'est une réflexion donc, qui doit être menée au niveau du management et qui nécessite un vrai dialogue entre le directeur de la sécurité des systèmes, le risk manager et le comité exécutif de l'entreprise. Alors si je peux, parce que je pense qu'il y a un point extrêmement intéressant, cette idée d'arrêter de voir quelque part la cybersécurité comme un centre de coûts qui ne sert pas à grand-chose, qui est plutôt va alourdir les processus, va rentrer les personnes dans un carcan. C'est extrêmement important d'opérer ce changement de vue. Et il y a des exemples concrets aujourd'hui qui permettent de percevoir ce genre de choses. Alors moi, il y a deux exemples qui m'ont beaucoup marqué. Un moins parlant que l'autre, je vais commencer par celui-là. Microsoft qui rachète LinkedIn. Durant l'achat, LinkedIn subit une attaque, des mots de passe qui sortent, pas beaucoup, quelques milliers.
communication de presse express de la part de Microsoft et des deux pour s'expliquer sur le sujet. L'histoire est passée, il s'est passé, voilà, pas beaucoup de monde a relevé ça. Quelques mois plus tard, une autre opération beaucoup plus intéressante, Verizon, qui est un opérateur de télécommunications américain, un des plus gros, si ce n'est le gros, rachète Yahoo, la messagerie Yahoo. Durant l'opération, des millions de mots de passe sont divulgués des utilisateurs de Yahoo. Première communication, c'est un peu tendu et tout. Quelques jours plus tard, encore plus de millions de logins et de passwords se retrouvent dans la nature. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que c'est une grande première. Et moi, quand j'interviens dans des écoles de commerce, je fais un use case sur ce cas-là. Verizon demande à Yahoo de revoir sa valorisation à la baisse de 30%. C'est-à-dire que la cybersécurité devient un indicateur de performance économique. Il y a un exemple très simple. Vous avez un site de e-commerce sur lequel vous avez l'habitude d'aller, de faire vos achats. Le jour où vous apprenez qu'il y a 5000, ne serait-ce que 5000 cartes bleues qui se sont retrouvées dans la nature, dans lesquelles votre carte bleue n'existe pas. Hein, vous avez le listing. Il y a de grandes chances que vous arrêtiez d'acheter sur ce site. Donc il y a une vraie transformation et on bascule d'un monde dans lequel il y avait une sorte de naïveté vis-à-vis de la technologie, dans un monde plus posé où les gens deviennent quand même attentifs à ce genre de choses. Et je pense que pour les dirigeants, c'est important aujourd'hui de percuter ça et de comprendre qu'il faut qu'il y ait un investissement, il faut le voir comme un gage de sérieux et comme un gage de confiance vis-à-vis des clients, des partenaires, des fournisseurs, etc. Oui, là j'ai juste complété, je suis pas là aussi complètement 100%. Dans le numérique, ce qui est important, puisqu'on est dans un espace virtuel, c'est le mot confiance. La confiance, ça met énormément de temps à se bâtir et ça se détruit facilement. Donc aujourd'hui, si effectivement vos clients ne peuvent plus avoir confiance en vous, dans les données qu'ils vous donnent, ils vont disparaître. Et c'est pour ça, maintenant, au sein du ministère des Armées, j'ai basculé, je suis en charge de la transformation numérique. Et dans les leviers de performance, pas des opérations militaires, mais les leviers de performance du fonctionnement du ministère, les critères de cybersécurité sont un levier de performance et non plus un poids ou quelque chose à subir. Et dans cette transformation, il est intéressant de remarquer que ceux qui sont les moins convaincus, que ceux qui sont les plus durs à faire bouger, ce sont les experts des chaînes des DSI. Et en particulier les experts de la sécurité des systèmes d'information, parce que pour eux, c'est un tremblement de terre, ça veut dire qu'on vient les challenger et on dit en train de dire, mais non, finalement, en toi, j'ai plus confiance, parce que je vais vérifier, je vais monter ça au niveau du COMEX, je comprends plus ton jargon technique, par contre, moi, on le reprend, on le met au niveau de la maîtrise des risques, on le met au niveau du COMEX, et on va s'intéresser, effectivement, comme tu le dis, aux données, et on commence à poser des questions, mais les données, là, dans le cloud, elles sont où ? Elles sont sous quel régime juridique? Quelle loi s'applique? Est-ce que la loi américaine s'applique à mes données qui sont conservées dans tel pays d'Europe par telle grande entreprise? Voilà, donc tous ces critères, c'est pour ça qu'on est dans un espace numérique et pas simplement dans la gestion ou la numérisation de nos processus. Alors, je rejoins bien le point. Ça tombe bien puisqu'on est à la Peak of Day, donc la question de la gouvernance rentre mécaniquement, et vous avez amené le sujet bien avant moi, je vous en remercie. Ce qu'on a pu observer, moi à titre personnel, dans toutes nos interventions tout au long des années, c'est qu'avant on parlait de sécurité informatique. Donc c'était du domaine de la DSI, du RSSI, du DSI, et on a une mutation aujourd'hui pour que cette problématique soit prise en compte par les organes de gouvernance, le directeur, le PDG, le risk management, etc. Pour autant, je trouve que cette prise de conscience aujourd'hui, elle n'est pas forcément présente chez tout le monde. Ce cap est en train de venir. On a une réglementation qui s'appelle RGPD, effectivement, le Règlement général de la protection des données personnelles, qui amène de toute façon cette réflexion au cœur des attentes et des enjeux et des préoccupations des directions. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je n'ai pas encore le sentiment que cette démarche, quand je m'adresse à certaines sociétés, quand on parle de sécurité, de cybersécurité, de cyberassurance, ce qui sort complètement la problématique de la DSI, on nous renvoie assez naturellement vers la DSI. Il y a un changement qui s'opère, mais je pense
aujourd'hui c'est le lieu, tant mieux, qu'il faut accompagner les dirigeants, les organes de gouvernance dans la prise en compte, dans leur risk management de cette dimension-là. Alors, sur la notion de gouvernance, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur toute cette journée qui sont extrêmement intéressantes. Je pense qu'il y a, et je vais rejoindre mon amiral sur cette question de confiance qui est primordiale. Moi, je suis un obsédé des mots et des concepts, et en fait, je regarde à peu près les définitions de tous les mots qui existent. Donc, j'ai regardé en l'occurrence le mot confiance, sa définition, et c'est accepter d'être vulnérable. C'est le fait d'accepter d'être vulnérable. C'est ce que vous faites avec votre compagnon, ou avec votre associé, ou avec quelqu'un que vous prenez sur votre aile. C'est-à-dire, vous pesez le pour et le contre, vous dites, voilà, je vais me marier avec cette personne, peut-être qu'elle va me récupérer ma maison, mais quand même, j'accepte ce niveau de risque et j'ai confiance en elle, et inversement. Voilà, et inversement. Donc, il y a cette idée-là fondamentalement et paradoxalement dans la notion de confiance, et je pense que c'est un des problèmes sur le cyber. Les gens, et c'est pour ça que c'est important de briser le miroir, les gens sont encore dans cette idée de on va être jugé, j'ai peur de... Et puis la notion de confiance s'accompagne par des cadres réglementaires, par des cadres juridiques, par des contrats. On n'est pas dans la confiance naïve. Ça, c'est le premier point. Derrière, une des problématiques de la gouvernance, c'est qu'elle est elle-même challengée, elle est elle-même en train de changer. Les paradigmes qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui pour analyser le monde qui nous entoure sont en train de changer. On a parlé aujourd'hui du réseau qui remplace la pyramide. On était habitué à voir le monde sous forme pyramidale, la pyramide de Maslow, la pyramide hiérarchique des prédateurs, la pyramide organisationnelle. Aujourd'hui, on se rend compte que en fait, les prédateurs, c'est plutôt des réseaux, parce que le lion qu'on croyait être le super prédateur, il peut être bouffé par un petit microbe, quoi. Et l'entreprise, pareil. On commence à se dire, en fait, il n'y a pas vraiment une sorte de hiérarchie, il y a des points centraux, des gens qui vont être au co-centre de plusieurs personnes. Et puis, on va se rendre compte aussi que les personnes qui sont à la périphérie de deux réseaux sont des personnes très intéressantes, parce que c'est elles qui vont faire passer l'information au milieu des réseaux. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de changer dans notre perception du monde, et il y a des outils qui existent, et il y a des travaux dans la complexité, et tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets, il y a des outils qui existent, il y a des principes qui existent. Je vais en citer 3, ça va être le quart d'heure philosophie et je m'en excuse, mais je pense que c'est important. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la dialogique. C'est un concept qui permet de lier deux choses fondamentalement paradoxales, la vie et la mort, l'amour et la haine. Voilà, vous connaissez tous ces petits moments de romance qu'on peut avoir dans des films. Pourtant, c'est une vraie réalité. Biologiquement, la vie se nourrit de la mort. Quand on meurt, on va devenir nourriture des insectes, on va rentrer dans la terre, on va se alimenter des légumes, ce que vous voulez, qui vont eux-mêmes devenir nourriture d'autres personnes. On a un autre principe qui est extrêmement intéressant, c'est la récursivité organisationnelle. On a été très longtemps prisonnier de la physique mécanique, en raisonnant cause et effet de manière très distincte, aux produits et producteurs. Or, aujourd'hui, on va se rendre compte que les deux se rejoignent. On est nous-mêmes produits d'un processus de reproduction, et en même temps, on devient nous-mêmes producteurs de ce même processus par la suite. Et c'est des réalités qu'on rencontre au quotidien dans nos organisations, dans notre vie, mais jusqu'à aujourd'hui, on a été entraîné à mettre ça de côté, et on est rentré dans une vie en dashboard, quoi. On analyse le monde à travers des fichiers Excel, en dessinant des graphes et en disant alors la courbe elle est là, donc on va prévoir, sauf qu'il n'y a que de l'incertitude derrière nous, et on cherche à se réconforter avec des chiffres, avec des graphes. Or, il faut aujourd'hui d'autres outils pour confronter la réalité qui nous échappe au quotidien. Et puis le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le principe hologrammatique. Le tout est dans l'ensemble, le tout est dans la partie, et la partie est dans l'ensemble. Si vous prenez un être biologique, au niveau de sa cellule, vous avez l'ensemble de son code génétique qui se retrouve dans la petite cellule qu'on va retrouver à l'être humain. Alors c'est des choses qui paraissent très très éloignées, mais c'est pourtant des choses qui ont énormément influencé. Et c'est de là d'où vient cette vision qui s'installe petit à petit du réseau, et de cette manière de gérer en fait l'inconnu, de gérer le chaos. C'est des notions fondamentales qui viennent des sciences biologiques, qui viennent de la thermodynamique, qui viennent de l'ingénierie, qui viennent des travaux sur l'information. C'est pas sorti de nulle part. Et je pense que la gouvernance est aussi à beaucoup d'expérimentation. On rentre dans une grande phase d'expérimentation, parce que tous les idéaux qui étaient des moteurs des sociétés et des organisations humaines jusqu'à aujourd'hui arrivent à bout. C'est ce qu'on se dit depuis ce matin. Quel est le message de votre entreprise? Pourquoi on se lève le matin? Et ben, le why, le fameux cercle de Simon Sinek qu'on a vu ce matin, et ben, c'est cette idée. On est en train de se recentrer parce qu'on arrive à une crise du sens.
On voit bien qu'il y a des problèmes de réchauffement, on voit bien qu'il y a des scandales politiques, on voit bien que pour nos jeunes, on est en train de leur laisser un monde qui est quand même super incertain. Et du coup, on est tous en train de se recentrer sur mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette planète? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Et la gouvernance pour la cybernétique aussi, c'est une question qui est là, puisqu'on se rend compte qu'il y a des attaques dans tous les sens qui proviennent, qu'on a du mal à maîtriser. Donc voilà, sur la notion de gouvernance, je pense qu'elle est énormément challengée aussi, et d'où la difficulté de proposer des solutions toutes faites pour des managers qui se posent des questions aujourd'hui sur par quel bout je vais prendre ce sujet-là. La première partie, une des réponses les plus importantes, et je vais m'arrêter, c'est la biodiversité. C'est de s'accompagner de profils différents. Ne pas s'enfermer qu'avec des ingénieurs. Ça, c'est un vrai danger, par exemple. Ou ne pas s'enfermer qu'avec des juristes. Les juristes sont très doués pour écrire des contrats, mais qui ne font pas avancer les choses. Donc, il faut, alors, quand ils sont tout seuls, accompagner d'autres personnes, quand il y a de la diversité autour de la table, on peut avancer. Et donc, je pense que c'est important, c'est une idée qui traverse, mais aujourd'hui, il est important pour des membres de COMEX de diversifier les profils, de diversifier leurs partenaires et de chercher cette idée-là, parce que c'est la garantie de ne pas se prendre un mur et qu'il y ait au moins quelqu'un au fond de la salle, menuisier ou boulanger, ce que vous voulez, qui va lever la main en disant « mais en fait, si on fait ça, je pense que ça ne va pas marcher, parce que… » Et ce « parce que-là, lui, il l'a vécu, et les autres personnes qui ont formaté de la même manière ne l'ont jamais vécu. Et je m'arrête là. Sur les questions de gouvernance, donc l'approche de l'écosystème en général est assez parlante pour ce milieu-là. Il y a de la gouvernance à plusieurs niveaux. Là, tu évoquais le niveau de l'entreprise, mais il y a aussi ce qu'on mène au niveau de l'État et la nécessité d'une approche globale et interministérielle. Et puis ce qui se passe au niveau international et de la gouvernance du cyberespace même, de l'Internet, dans ses différentes dimensions et dans ses différents aspects. Et juste pour revenir sur la confiance, puisqu'on parle de la vie et de la mort, on va parler du sens de la vie et des bisounours. Dans un monde idéal de confiance, on pourrait imaginer que dès qu'un hacker ou un service étatique détecte une vulnérabilité dans un système, elle la rapporterait à l'entreprise qui s'empresserait de la patcher, et que dès qu'un État constaterait une vulnérabilité, une attaque, il préviendrait aussi les autres États, et qu'on aurait un chiffrement le plus fort possible qui permettrait qu'on sécurise au maximum le tout. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on parle aussi d'outils de puissance et de pouvoir, et que la capacité à pouvoir espionner, à pouvoir capter de la donnée, à pouvoir pénétrer des systèmes, à pouvoir surveiller est aussi un attribut des États, et qu'on est donc dans une sorte de tension contradictoire entre la volonté de pouvoir assurer sa puissance face aux menaces, et je fais souvent l'analogie un petit peu avec le discours sur le contrôle des armes, en disant ben oui, le monde est dangereux, donc il faut qu'on s'arme, mais plus on s'arme et plus le monde est dangereux, et la nécessité de sécuriser quand même suffisamment le système pour protéger ces entreprises et pour éviter de mettre aussi tout l'Internet par terre et qu'il ne finisse par plus fonctionner. Et on le voit dans le cas de propagation incontrôlée d'attaques, que la menace systémique peut être réelle. Donc la question de la gouvernance, elle doit tenir compte de cette réalité-là qui complique énormément toutes les discussions interétatiques, et qui fait que dans le système de gouvernance, le fait d'arriver à préserver un modèle multi-acteurs qui fait qu'on a des discussions entre les États, mais pas seulement, et qu'on peut avoir le monde académique, le secteur privé, la société civile qui soit impliquée dans certaines de ces discussions, permet aussi de tenir compte d'autres intérêts et de pouvoir faire pencher la balance parfois vers aussi plus de sécurité. Non, je crois que Frédéric a totalement raison. Il y a dans ce domaine-là une responsabilité éthique des États, puisque l'espace numérique est par nature un espace proliférant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un malware est connu et décortiqué, il devient le bien commun, et on le retrouve dans le black market de l'Internet. Donc à partir du moment où c'est pour l'instant quand même les outils d'espionnage ou de sabotage les plus puissants, ou du moins une compartiment de ces fusées, c'est un outil, une arme informatique, c'est rien de plus qu'un vecteur et une charge.
charge. S'il y a des vecteurs qui permettent de se déplacer, qui sont extrêmement performants, ils peuvent être repris par n'importe quel groupe de hackers et se développer. Donc une responsabilité forte. Et moi, ce qui m'a beaucoup pas interloqué, parce que c'est de voir ce qui s'est passé avec l'attaque qu'on a appelée WannaCry, et puis ensuite celle de Petya, où finalement des armes fuitées d'un certain État sont à la disposition de groupes de hackers et permettent une propagation à l'échelle mondiale extrêmement rapide qui finalement rentre chez des gens qui n'étaient pas ciblés du tout. Donc là, ça c'est une particularité quand même de l'espace numérique, puisque dans les deux autres espaces, généralement, quand on est attaqué, c'est qu'on est ciblé. On ne vous attaque pas vraiment par hasard. Alors le numérique, du fait de ces proliférations non maîtrisées et des frontières qui sont gommées, on peut être victime sans être attaqué, sans être ciblé. En fait, l'amiral et Yasser Khazar ont parlé de confiance. Il y a une notion dans cette gouvernance qui est rediscutée, qui est la notion d'allié. En fait, dont la difficulté, c'est que l'arme numérique, ou en tout cas l'outil numérique, va être utilisé à des finalités politiques, diplomatiques, militaires et également économiques. Et la difficulté, c'est que la notion de confiance, elle est évidemment déjà, elle s'éprouve, elle doit s'apprécier, elle doit justement s'évaluer. La difficulté, c'est que souvent, des alliés politiques peuvent et sont généralement des concurrents économiques. Et c'est là où on voit effectivement que, autant dans une alliance, j'allais dire, genrée comme l'OTAN, qui est une organisation militaire, on peut voir une organisation militaire avec des finalités militaires dans le cadre de stratégies diplomatiques. Et là, on arrive, modulo des États, certains États membres, à une relative cohérence. La difficulté, et là on parle même de la famille européenne, la famille des 28-27, c'est-à-dire que, en clair, lorsqu'un emploi est créé de notre côté du Rhin, M. Macron est très content. Lorsqu'un impôt est payé de notre côté du Rhin, M. Macron est très content. Lorsqu'un impôt est payé de l'autre côté du Rhin, Mme Merkel, et elle se réjouit également lorsque c'est un emploi qui est créé. Et donc, on voit bien que dans la famille européenne, dès lors que les élections, et globalement aujourd'hui un gouvernement démocratique est réélu ou battu, pas du tout sur la géopolitique, pas du tout. Il n'y a que Jacques Chirac qui croyait que ramener des otages entre deux tours d'élection faisait gagner une présidentielle. Ça n'a jamais servi à ça. Ce qui compte, c'est l'emploi, la fiscalité. Voilà. Est-ce que moi, je gagne bien ma vie? Est-ce que mes enfants ont un emploi? Est-ce que mon avenir est plus brillant que mes hier? Et effectivement, c'est tout l'enjeu. Et donc, on voit bien que l'arsenal de renseignement, l'arsenal offensif, l'arsenal de captation d'informations, de ces fameuses données en circulation, va être utilisé à des fins de préservation des intérêts économiques nationaux. Et c'est là où la notion d'allié, lorsque nous avons appris avec douleur que l'Allemagne espionnait l'équipe présidentielle française, effectivement, on s'étonne parce qu'on se dit, je ne comprends pas, on est partenaire, vous êtes notre premier partenaire économique, vous êtes un allié diplomatique pour beaucoup de sujets, il y a beaucoup de fonctionnaires des deux nationalités qui s'échangent et qui travaillent dans des cabinets ministériels, oui, mais on voit bien que les intérêts stratégiques, et c'est là où la notion de gouvernance, et donc la notion d'allié et la notion de confiance, doivent être considérées. Pourquoi? Parce que, et il faut le rappeler, ça n'a rien de désobligeant, mais c'est que les États, les collectivités, que ce soit une entreprise, ont des intérêts stratégiques. Et donc, il ne faut pas vivre dans une béatitude qui serait de dire, évidemment, on est tous unis. Non, dès lors que les intérêts stratégiques sont différents. L'amiral évoquait l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information française. Nos amis allemands ont créé exactement la même. À aucun moment, n'empêche le discours de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne au mois de septembre, qui a évoqué la gouvernance européenne en matière de sécurité numérique, avec le renforcement de cette agence européenne aujourd'hui basée à Héraclion en Crète avec un budget de 10 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près un quart de ce que le CSA a pour gérer la radio et la télévision publique en France, on voit bien qu'il n'y a pas une vraie volonté d'agir là-dessus. Et donc, on est dans un domaine où chaque État, allié à n'en pas douter, évidemment que la famille européenne est alliée, évidemment qu'elle est en confiance, mais pas au point de partager cette expertise offensive et défensive. On coopère, on partage, dès lors qu'on a chacun quelque chose à apporter, mais on conserve cette expertise-là. Et donc on voit bien que
quasiment la logique européenne qui s'intègre dans le domaine économique, dans le domaine juridique, dans le domaine social, a conservé et entretenu un relatif morcellement dans le domaine technologique qui est, pense-t-on ici, porteur de modernité, qui est ce développement numérique. Donc c'est un vrai sujet. On voit bien qu'on commence à avoir du droit du travail commun, mais pour la sécurité numérique, chacun semble bien décidé, sous réserve de la nouvelle stratégie européenne, à conserver chacun pour soi. Peut-être juste sur cette idée de la faille comme une double arme, il faut savoir qu'il y a une myriade de textes qui existent, dont par exemple les accords de Wassenaar, qui vont chercher à cadrer tout ce qu'on appelle arme à double usage, puisque une faille informatique, si je vous la montre et que je vous décris comment vous pouvez la corriger, bien entendu c'est pour le bien. Par contre, je peux aussi l'utiliser pour supprimer toutes vos données. Donc il y a vraiment une véritable utilisation, un véritable cadrage de ce type de choses d'un point de vue européen pour maîtriser justement l'utilisation de failles de sécurité. Mais il y a aussi énormément de textes qui existent qui en fait reflètent cette guerre de pouvoir autour de la data, même si elle rentre dans un cadre diplomatique. Ceux qui ont suivi, il y a eu le Safe Harbor, il y a le Privacy Shield, il y a le Patriot Act du côté des Américains, il y a maintenant la GDPR. Tous ces règlements ne sortent pas de nulle part. C'est aussi une manière de trouver des équilibres et des tables de négociation dans lesquelles on va redéfinir les alliances, on va définir des limites. Voilà, donc c'est pour rejoindre cette idée qui a été évoquée par Nicolas sur les alliances. Puis peut-être pour ajouter un peu plus de complexité dans tout ce qu'on est en train de dire, une des spécificités des sociétés dans lesquelles on évolue aujourd'hui, c'est les objets connectés. C'est-à-dire qu'on bascule aussi dans un monde dans lequel, petit à petit, on va avoir le réfrigérateur qui communique avec mon téléphone, qui communique avec mon assurance, qui communique avec mon médecin, qui va communiquer avec, je ne sais pas, l'ascenseur, etc., etc. Ça ouvre énormément de super perspectives. Là, pour le coup, je ne veux pas juste taper sur la technologie, je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives, mais ça rajoute encore un autre sujet qu'il faudra regarder de très près, qui est le fait que quelque part, on va cumuler les failles du monde physique et les failles du monde numérique. Si je peux ajouter 2 points. Le premier sur les arrangements de Wassenaar, donc, qui sont là pour réguler l'exportation des technologies à usage dual et par exemple pour éviter que des outils d'intrusion soient exportés et servir à faire de la surveillance par un régime autoritaire. C'est là qu'on voit les difficultés de l'exercice, puisque finalement les États ont réussi à s'accorder sur une définition qui est en fait complètement insatisfaisante pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que du coup ça limite l'exportation d'outils qui servent aussi à faire de la cybersécurité, donc ça pose un problème. Et puis la définition même pose un problème, puisqu'on se rend compte qu'elle est restrictive et que finalement la plupart du temps, la façon dont les attaques sont menées utilise des technologies qui ne figurent pas dans la définition. Donc là, il y a un vrai problème où on se dit c'est une belle idée, sauf que la définition n'est pas du tout opérationnelle et ça nécessite de faire de la recherche pour arriver à une définition opérationnelle. Le deuxième point, par rapport à la confiance et la défiance, on a parlé de la prolifération. Un autre vrai problème qui se pose, et notamment dans les discussions internationales, c'est la très grande différence de capacité entre les États qui crée de la nervosité et des tensions dans les discussions sur comment on arrive à assurer la sécurité collective dans le cyberespace. Est-ce que le droit international s'applique ? Il y a un assez large consensus qui se dessine, mais les dernières négociations du groupe des experts de l'ONU ont achoppé sur l'interprétation du droit international avec un blocage de la Chine. Et je pense que ces difficultés-là traduisent aussi un rapport de force et des inquiétudes quant aux implications que pourrait avoir un certain nombre de décisions en termes de représailles possibles ou en termes d'escalade possible des conflits. Je voudrais donner quand même un message d'espoir, parce que là, tout ce qu'on a décrit, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. On peut se faire très peur, mais comme tout, il faut rester optimiste. C'est un sujet important qui doit être traité à bon niveau de responsabilité. Plus votre structure est grande, plus le problème est complexe. Mais pour le traiter, il faut revenir à des fondamentaux de bon sens. Qui sont mes partenaires? Quels sont mes biens précieux? Comment je suis exposé à Internet? Comment on peut me toucher de l'extérieur? Donc des fondamentaux qu'il ne faut pas enfermer dans un premier temps dans la technique. Donc des notions de base, des notions très saines et très très pragmatiques. Je
pense qu'on a évoqué un certain nombre de sujets, on pourrait en discuter pendant des heures. Je comprends que la gouvernance au niveau worldwide, au niveau des États est compliquée pour un certain nombre de sujets. Toujours est-il, c'est qu'on va inviter tous les dirigeants et tous les organes de gouvernance des entreprises, puisque là on est quand même à une maille qui est plus fine, à prendre leurs responsabilités, à monter sur ces sujets-là. Ce ne sont pas que des sujets techniques, certes, il y a une partie, que ça doit être donc pris à ce niveau-là, avec des risk managers, avec de l'IT évidemment, avec du juridique, et je rebondis sur, effectivement, c'est tout un écosystème qu'il faut réunir, mais piloté par des organes de gouvernance.